De plus en plus de terres sont consacrées aujourd'hui dans le monde à la production de nouveaux carburants. Aux États-Unis, 10% des maïs produits sert à faire du biocarburant. Le marché des agrocarburants va-t-il encore accélérer sa déforestation? En Malaisie, c'est déjà le cas. La forêt est décimée au profit des palmiers dont l'huile est utilisée comme pétrole vert. En France, c'est le colza ou la betterave qui vont nous servir d'agrocarburant. Mais il se pose un problème d'espace. Si demain, tous les Français roulaient à l'éthanol, la surface agricole du pays ne serait pas suffisante pour produire assez de carburant. Singapour. Dans ce port transite tout le commerce de l'Asie. Beaucoup de pétrole, mais aussi d'énormes cargaisons d'huile de palme. Cette huile que le monde entier convoite, parce qu'elle est la moins chère au monde. Déjà utilisée dans l'industrie alimentaire, dans les cosmétiques, voilà qu'un nouveau débouché vient doper ce marché déjà florissant, le marché des biocarburants. Au cœur de ce nouveau business, nous rencontrons un trader, Henri Bardon. Ex-négociant en céréales, arrivant tout droit des États-Unis, l'homme a senti le vent venir. Il s'est reconverti dans le commerce des biocarburants et c'est en face de ce port qu'il a installé sa toute jeune société, créée il y a 2 ans à peine. Moi, j'arrive des fois même à savoir si le marché est en hausse ou en baisse suivant le nombre de bateaux qu'il y a ici, qui sont ancrés ici dans le port. Effectivement, Henri Bardon connaît bien le marché et les profits qu'il peut en tirer. Il achète la tonne d'huile de palme 300 à 400 $ pour la revendre 3 fois plus, aux alentours de 1200 $. Il n'y a aucun produit agricole, à ma connaissance, qui vous permet de faire une culbute pareille aujourd'hui. Donc évidemment, ça explique aussi pourquoi vous avez autant d'investisseurs qui sont intéressés à l'huile de palme. Contrairement à un puits de pétrole qui peut s'épuiser, nous n'avons pas la même situation dans l'huile de palme, c'est-à-dire que c'est une fois que vous achetez un terroir donc à huile de palme, vous pouvez avoir une forêt là pendant 25 ans qui va produire tous les ans. Et donc ça, pour les investisseurs aujourd'hui, c'est vraiment le nec plus ultra. Donc tout le monde se jette sur les actions de tous les gros planteurs dans la région. Greenpeace parle de l'équivalent d'un terrain de football toutes les 10 secondes qui part en fumée. 1 800 000 hectares par an. C'est le chiffre que donne l'ONU. Et cela va sans doute continuer si l'Indonésie maintient ses objectifs de planter 14 millions d'hectares supplémentaires dans les années à venir. Pour les scientifiques, c'est un fait établi. Encore 15 ans et l'Indonésie aura perdu toute sa forêt tropicale. Un des premiers à sonner l'alarme sur ce désastre annoncé, Jean Ziegler. Spécialiste bien connu des problèmes de la faim dans le monde. Nous sommes à Genève pour le rencontrer. Attendez, je vais me... Jean Ziegler a demandé à ce que l'ONU vote un moratoire pour que les pays du monde entier abandonnent leurs objectifs en matière de biocarburants qu'il qualifie de crimes contre l'humanité. C'était en octobre 2007. En Indonésie, quand un de ces très grands dirigeants, pour être prudent, de l'huile de palme dit « mais nous, on fait gagner des devises à l'Indonésie », c'est vrai. Nous, on fait baisser la dette extérieure de l'Indonésie parce qu'avec ces devises, on peut réduire la dette extérieure qui carotte l'Indonésie, tout ça, c'est vrai. Mais le prix payé est beaucoup trop élevé. Le prix payé, c'est l'expulsion des paysans, c'est la réduction massive de l'économie de subsistance, hein? C'est la négation de la souveraineté alimentaire, autrement dit, là où pousse l'océan vert du palmier à l'huile, ne pousse pas les légumes, les patates, les aliments dont les gens ont besoin pour survivre. Le prix humain, le prix des familles, le prix payé est celui de la destruction de la paysannerie autochtone. Voilà, amen. Combien de pauvres gens menacés de famine? Les biocarburants, présentés il n'y a pas si longtemps comme la solution miracle pour notre environnement, sont accusés aujourd'hui de détruire encore plus et d'affamer notre planète. Doit-on encore s'interroger sur le bien fondé de ces carburants végétaux pour faire rouler nos voitures? Un plein d'automobile, il faut lui mettre l'équivalent de ce qu'un homme mange en une année. Ça va être extraordinaire, l'occidental va pouvoir faire le plein, dit
Allez, un Chinois de moins qui mangera cette année. Hein. Et moi, je pense qu'ils font ça pour affamer les pays, parce qu'on commence à en avoir. Je crois que les riches commencent à en avoir vraiment marre des pauvres. Ça, c'est une grande caractéristique du début de l'an 2000. Les riches se révoltent, ils trouvent que vraiment les pauvres, ça suffit. Quoi. Il va falloir que ça s'arrête un petit peu, parce que ça commence à être franchement pénible. Donc, si avec les biocarburants, on pouvait en faire mourir un peu plus, ce serait quand même assez sympathique. Là, on sent qu'il y a une vraie révolte des riches. Ils sont fatigués de tous ces pauvres. The more commodities are being produced, the more people are starving. 1 billion people go without food because there are more commodities in the world. When food is governed as if it's a commodity, people will starve and cars will run on food. On ne sait pas quand on va passer de milliards de crèves la faim, mais ça va être dans peu de temps parce qu'avec tous ces biocarburants, il n'y a plus assez. La Chine a baissé de 10% sa production depuis 2000. Elle importe, elle est en train de faire venir de la céréale. Donc il va y avoir des conflits entre ce qui sert à faire rouler les bagnoles et puis nourrir les Chinois. Donc c'est... Les prix augmentent, c'est sûr, mais on nous affirme que c'est parce que les récoltes sont mauvaises, qu'il n'y a plus de réserves dans les greniers du monde. On manque de céréales, voilà pour le discours officiel. Mais ce qu'on ne nous dit pas en revanche, c'est qu'il y a aussi du blé et du sucre dans les réservoirs de nos voitures. Et pourtant, la famine touche près d'1 milliard de personnes dans le monde. Le meilleur observateur des prix alimentaires mondiaux, c'est la FAO. L'Agence des Nations Unies pour l'alimentation publie un indice annuel des prix. En 2011, il a atteint un niveau historique. Il y a un consensus international aujourd'hui sur le fait que l'accroissement de la production d'agrocarburants a eu un impact et a un impact sur la hausse des prix des denrées alimentaires. On estime, nous, à la FAO, qu'à peu près 120 millions de tonnes de céréales sont parties vers le secteur des transports. C'est énorme quand on voit les besoins actuellement de la population et la crise alimentaire actuelle que nous vivons. Dans chaque plein, on trouve des produits alimentaires. Du blé, du maïs, du sucre. Ils sont transformés en éthanol, puis mélangés à l'essence. Dans le samplon 95, E10. Et dans le diesel, 7% d'huile de colza ou de tournesol deviennent du biodiesel, souvent appelé diester. Vous avez entendu parler du diester, c'est un agrocarburant en fait. Non, je connais pas, j'en ai jamais mis dans mon réservoir. Mais si, vous en mettez en ce moment. Ah, eh ben c'est marqué diesel. Malgré tout, les agrocarburants sont en plein essor. L'Europe les a même imposés à tous les pays de l'Union. D'ici 2020, tous les réservoirs contiendront jusqu'à 10% d'éthanol ou de biodiesel. Ce député écologiste s'y est opposé. À l'époque, c'est la France qui présidait l'Union européenne. Derrière le gouvernement français, il y avait la poussée des milieux agraires en France. Mais pourquoi la France soutient-elle cette filière ? Pour trouver la réponse, il faut remonter aux années 90. À l'époque, le pays ne sait plus quoi faire de sa production alimentaire. La hausse de la production devient presque une calamité. Après avoir glorifié la productivité, il faut désormais geler les terres. Les prix s'effondrent, les agriculteurs sont en danger. Alors les politiques vont leur trouver de nouveaux débouchés. Il faut développer les productions non exclusivement alimentaires de l'agriculture. Avec un baril à $40, on peut aujourd'hui fabriquer du carburant à partir de la betterave ou des céréales. Les carburants agricoles sont appelés à remplacer le pétrole. Problème, leur production coûte cher. 20 ans après leur apparition, ils coûtent en moyenne 400 millions d'euros par an aux contribuables. Et ce n'est pas tout. À la pompe aussi, la facture augmente pour l'automobiliste. C'est ce que révèle ce rapport de l'Inspection générale des finances. À partir de 2005, l'État impose à l'industrie pétrolière d'ajouter de l'éthanol ou du biodiesel à la pompe. Ceux qui refusent paieront une lourde taxe. Alors immédiatement, les prix des agrocarburants augmentent. Tous les distributeurs de biocarburants ont répercuté la taxe. Une hausse d'environ 1 centime le litre de carburant, correspondant à 500 millions d'euros de recettes.
le consommateur s'est retrouvé contribuable de la taxe. 500 millions d'euros par an aux frais des automobilistes. José Bové, moi je mets des agrocarburants dans ma voiture, j'ai l'impression de faire un geste pour la planète. Qu'est-ce qui se passe? On m'aurait menti? On a vendu aux gens l'idée que grâce aux agrocarburants, on allait à la fois polluer moins et pouvoir ensuite utiliser sa voiture plus longtemps. En fait, c'est une arnaque totale parce qu'on se rend compte qu'en réalité, les agrocarburants sont beaucoup plus polluants et créent énormément de problèmes parce qu'il faudra à un moment choisir entre nourrir sa bagnole et nourrir les 9 milliards d'habitants de la planète. Nourrir la planète. Mais j'imagine qu'au départ, dans les années 90, les intentions étaient plutôt bonnes, non? Je ne suis pas sûr que même au début des années 90, ça soit ça. Puisqu'en réalité, on voit quand ça démarre aux États-Unis que ce sont les grands groupes céréaliers, notamment du maïs, qui font la promotion de cela pour essayer d'écouler leur stock et pour essayer d'avoir des prix compétitifs. Et on se rend compte que derrière l'ensemble de cette machine, il y a véritablement une arnaque financière d'un certain nombre de lobbies. On l'a vu aux États-Unis, on le voit en France et on le voit aussi dans le reste du monde. Alors donc les grands gagnants, ce sont les industriels, les céréaliers, les sucriers, et en plus ils sont subventionnés ces gens-là, non? Alors, aujourd'hui, effectivement, les seuls bénéficiaires, ce sont les entreprises qui font ces agrocarburants. Aujourd'hui, ils sont subventionnés par chaque citoyen, ils sont subventionnés à la pompe, ils sont subventionnés par l'État. On défiscalise et on prend des taxes pour les financer. Ça veut dire qu'en fait, ce n'est absolument pas rentable. Cette affaire n'est pas rentable s'il n'y avait pas ces subventions publiques. Est-ce qu'il est normal que ceux qui touchent déjà le plus d'aide au niveau de la PAC, au niveau européen, au niveau de la politique agricole, soit en plus subventionné chaque fois qu'on va faire son plein d'essence? C'est parfaitement scandaleux. Qu'est-ce que vous leur diriez vraiment à ces consommateurs, à ces électeurs aussi, pour les convaincre qu'il ne faut absolument pas mettre ça dans son réservoir? Je leur dirais que d'abord, ils sont pris en otage parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils ne peuvent pas choisir le carburant, ils ne peuvent pas dire je ne veux pas d'agrocarburant parce qu'ils sont mis d'office dans le carburant. Mais ce que j'ai envie de leur dire, c'est que chaque litre de carburant, de biocarburant qu'on met dans le réservoir, eh bien, c'est un habitant de la planète qui va se rajouter à ceux qui meurent déjà de faim. Il y a plus d'1 milliard d'habitants de la planète qui ne mangent pas à leur faim. Eh bien, chaque fois qu'on rajoute des agrocarburants, ce sont des personnes supplémentaires qu'on amène dans la faim. Est-ce que vous êtes en train de dire à nos téléspectateurs qu'en mettant des agrocarburants dans leur réservoir, ils sont en train de favoriser la famine dans certains pays africains? Pour moi, de manière très claire aujourd'hui, il faut choisir où on nourrit les gens, où on nourrit les bagnoles. Or, c'est évident qu'aujourd'hui, au lieu de développer l'agriculture, de soutenir le développement de l'agriculture dans les pays d'Afrique notamment, eh bien on favorise ces entreprises qui, effectivement, au mépris des gens, font ces agrocarburants. Ils arrivent avec des promesses qui ne tiennent jamais et ils stérilisent les terres puisqu'en fait il faut énormément aussi de pesticides pour faire pousser ces produits. Donc derrière on peut rien faire pousser quoi? Derrière les terres sont stérilisées et contrairement à ce qui est souvent raconté, en fait ce sont les meilleures terres souvent qui sont utilisées pour faire ces agrocarburants au détriment de l'alimentation. Les arbres des forêts primaires abritent les 3/4 de la biodiversité de la planète, c'est-à-dire de tout ce qui vit sur Terre. Ces forêts apportent les remèdes qui nous guérissent. Les substances que sécrètent ces plantes, notre corps peut les reconnaître. Nos cellules parlent le même langage. Nous sommes de la même famille. Mais en à peine 40 ans, la plus grande forêt de la planète, l'Amazonie, a perdu 1/5 de sa surface. Haïti était la perle des Antilles. Aujourd'hui, ce pays ne peut assurer sa subsistance sans l'aide de l'étranger. Sur les collines d'Haïti, il ne reste plus que 2% des forêts. Mis à nu, le sol n'est plus retenu. Emporté avec les eaux de pluie,
Ils dévalent les collines et ruissellent jusqu'à la mer. Les sols sont de moins en moins cultivables. Dans certaines régions de Madagascar, l'érosion est spectaculaire. Des collines entières se creusent de plaies sur des centaines de mètres de large. Le sol est une fabrication du vivant, mince et fragile. Avec l'érosion, la fine couche d'humus qui avait mis des milliers d'années à se former a disparu. Comme une goutte tombée du grand continent australien, la Tasmanie semble s'enfuir vers l'Antarctique. Longtemps oubliée, cette île de la taille de l'Irlande est un paradis de la nature. Son eau a la réputation d'être la plus pure du monde. Mont-la-Pérouse, Rivière-Huon, baie de la Recherche, tout le long de la côte orientale s'égrènent des noms français. Ce sont eux qui les premiers ont décrit la forêt de cette île verte et sauvage. 200 marins et scientifiques envoyés par Louis XVI ont accosté ici, en Tasmanie. La forêt est exactement comme les Français l'ont trouvée il y a 200 ans. En fait, elle était déjà comme ça du temps des aborigènes qui sont arrivés ici il y a 10 000 ans. Docteur en médecine, militant écologiste, Bob Brown est un passionné. Devenu sénateur, il se bat depuis plus de 20 ans pour défendre la forêt. Ce que vous voyez là, ce sont des forêts cartes postales. Mais derrière ce décor, de l'autre côté des chemins, fermés par des barrières, ils détruisent tout. Et ça, ils ne veulent surtout pas le montrer aux touristes. Ce que les touristes ne doivent pas voir. Ce sont ces hélicoptères au-dessus de la forêt primaire. Sous l'appareil, un réservoir largue des centaines de balles, contenant un dérivé du napalm. Au contact du sol, les paquets explosent, provoquant des incendies. Une méthode radicale utilisée par l'industrie forestière pour nettoyer le terrain. Les feux peuvent durer plusieurs semaines. En fait, ils détruisent les forêts anciennes et tout ce qui vit dedans. Toutes les espèces typiques de la forêt primaire pour la convertir en plantation industrielle. Ils détruisent des arbres centenaires, comme les eucalyptus de Tasmanie. Les plus beaux spécimens se trouvent ici, dans la vallée des Géants. Ils peuvent atteindre 130 mètres de haut et sont, avec les séquoias, les plus grands arbres du monde. La canopée abrite des plantes rares qui ont fasciné les explorateurs français. L'amiral d'Entrecasteaux a décrit la noblesse de cette forêt et la façon dont les aborigènes vivaient dans certains eucalyptus. Cet arbre est un monument qui a traversé les siècles. L'intérieur a pourri et on peut facilement y faire tenir une équipe de football ou une chorale. Les aborigènes vivaient dans des arbres comme celui-ci pour se protéger du mauvais temps. Ce sont ces eucalyptus qui intéressent l'industrie du bois, pour leurs fibres et leur volume. Là, devant, vous voyez des coupes à blanc. Ils enlèvent tout, en laissant toutes ces cicatrices dans la montagne. Ils font des routes, coupent la forêt, puis l'incendie. Et plus de 90% du bois coupé part au Japon pour faire du papier. Ainsi finissent les géants de Tasmanie, en particules de bois pour l'industrie du papier. Depuis une trentaine d'années, une grande compagnie en situation de quasi-monopole exploite intensivement la forêt publique et privée. Elle coupe puis brûle en automne. Au printemps, elle replantera des espèces étrangères à croissance rapide, au tronc bien calibré pour les machines. En attendant, c'est la désolation.
Nous sommes sur une parcelle de 50 hectares. Vous voyez au sol des tonnes de bois coupé. Dans un an, tout va être incinéré pour préparer le lit des semences. Des graines d'eucalyptus sont semées par hélicoptère. À terme, nous aurons une nouvelle forêt, mais bien moins riche en biodiversité que l'ancienne. Leurs prélèvements montrent que les nouvelles plantations contiennent 10 fois moins d'espèces que la forêt primaire. Les scientifiques dénoncent la disparition des animaux sauvages. Des marsupiaux comme les wallabies, les opossums. Les diables de Tasmanie, espèces exclusivement australiennes, sont en voie d'extinction. Les animaux d'ici viennent manger les jeunes pousses d'arbres. Et la manière la plus économique de s'en débarrasser est de les empoisonner. C'est très efficace, ça tue beaucoup de marsupiaux. Et on retrouve aussi des traces de poison dans l'alimentation et dans l'eau potable. C'est une pratique cruelle. Et on pourrait trouver d'autres solutions. En 2004, près de 100 000 animaux ont été retrouvés empoisonnés. L'industrie utilise le 1080, un agent chimique mis au point par les nazis. Quand la forêt disparaît, toute la biodiversité périt avec elle. Ici, 300 millions d'années d'évolution ont été anéanties en moins de 30 ans. Vous voyez ce jardin de fougères? Il a poussé parce qu'un arbre en tombant a laissé pénétrer un peu de soleil. Ces fougères arborescentes ont 600-700 ans. L'espèce existe depuis des millions d'années. Elle pousse très lentement, environ 1 mètre par siècle. Cette fougère de 6 mètres doit avoir 600 ans. Elle est plus vieille que les eucalyptus. Certaines ont 1000 ans. Le sénateur Bob Brown et ses amis défenseurs de la nature ont décidé de se battre, mais ils le payent cher. Heidi est cinéaste. Ils me poursuivent en justice et demandent $1,5 million parce que j'ai filmé des manifestations contre la destruction de la forêt. Heidi, Bob Brown, une vingtaine de personnes sont menacées de procès. L'industrie leur reproche de ternir son image. Elle défend ses intérêts à sa façon. On ne doit pas se mettre en colère ou être déprimé. Le maître mot est détermination. Nous devons défier ces gens qui, pour toujours plus d'argent, ne voient rien. Ceci est une cathédrale et ils se comportent comme des vikings dans une cathédrale. Ils ne perçoivent pas la beauté, ils ne voient pas l'or, l'esprit de cette forêt. Ces hommes viennent avec des machines et détruisent tout pour une seule raison, l'argent. Nous perdons toute la connaissance, la beauté, notre mission de transmettre cette forêt aux générations futures. Si nous ne pouvons le faire ici, en Australie, dans un pays qui a la chance d'être riche, comment pouvons-nous demander aux peuples d'Amazonie, d'Indonésie ou d'Afrique de protéger leurs forêts? Il y a des chiffres qui effraient. Dans le monde, chaque minute, 28 hectares de forêt sont détruits. Par an, c'est l'équivalent d'un pays comme la Grèce. J'ai pris l'habitude, quand je consomme du bois ou du papier, de penser qu'ils ont d'abord été des arbres. D'où viennent ces arbres? Qui les a coupés? Comment? Avec quelles conséquences? Il faut se poser ces questions. Et toujours se demander, est-ce que je gaspille la nature? Il n'y a pas d'un côté l'homme et d'un côté la nature. L'homme fait partie intégrante de la nature. Nous faisons partie d'un tout. Et nous devons apprendre à coexister avec la diversité du vivant. Dans le monde, une espèce sur 4 est menacée chez les mammifères, 1 sur 8 chez les oiseaux et 1 sur 3 chez les poissons. En 30 ans, notre planète a perdu 30% de ses ressources naturelles. Nous en sommes responsables. L'homme n'est pourtant qu'une espèce parmi les 2 millions officiellement identifiés. Sur la Terre, aujourd'hui, nous sommes 6,5 milliards d'hommes et de femmes. Un bon tiers de l'humanité, dont nous faisons partie, pèse très lourd sur l'équilibre de la Terre. Et le reste, les autres, les plus pauvres, ne rêvent que d'une chose, c'est de vivre et de consommer comme nous.
Et pourtant, notre façon de vivre n'est ni bonne ni durable. Nous sommes en train d'épuiser complètement les ressources de la Terre. Aujourd'hui, si on veut que nos enfants vivent au moins aussi bien que nous, il faut se poser la bonne question. Est-ce qu'on est capable de changer notre façon de vivre? Et je ne parle pas des voisins, des autres, je parle de moi, de nous. Si tous les hommes consommaient comme les Français, il faudrait 3 terres comme la nôtre. Il n'y aurait pas assez d'eau, pas assez de bois, de minerais, de terres fertiles. On en revient toujours à la même chose, vivre ensemble. Assurer les besoins des hommes en respectant la vie sauvage. Dans de nombreux endroits, elle a été sacrifiée à l'industrie ou à l'agriculture intensive.